Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau débat sur l'agriculture biologique et sur la production de fruits et légumes bio au sein de ce Medfel. On aura ce débat aujourd'hui plutôt tourné vers l'amont et demain un débat tourné plutôt vers l'aval et la communication sur les fruits et légumes bio. Avec nous aujourd'hui donc Michel Moll, donc qui se présentera plus en détail tout à l'heure, mais qui est responsable en Occitanie d'une société qui s'appelle Saveurs du Quercy. Également Mathieu Lancry, qui est producteur lui-même de légumes bio et président d'un groupement dans le nord de la France qui s'appelle Nora Bio. Et également Jérôme Chardon, qui est donc président d'un groupement qui s'appelle Univers et qui se trouve aussi en région Occitanie, dans le Gard, pour ne pas le préciser. Donc on va profiter aujourd'hui peut-être de débattre sur la structuration de l'amont. Si vous avez des questions, je pose tout de suite la possibilité. Préparez vos questions. On va se donner un temps d'un quart d'heure en fin de conférence pour échanger avec vous sur ce sujet. Alors, pour l'introduire, tout simplement, vous savez tous que la croissance du marché bio, elle est importante en ce moment. C'est plus 20% par an et tout laisse à penser que c'est une croissance qui va se poursuivre dans les prochaines années. Si on entend certains distributeurs, le besoin en approvisionnement pourrait être, pour certains, multiplié par 3 d'ici à 2020. Donc c'est vraiment une très très forte dynamique qui nécessite, bien sûr, un développement de l'offre de production et sa structuration. Alors, sous quelle forme ? L'idée, c'est d'en débattre et de proposer différentes facettes sur cette forme de structuration de l'offre. Et je propose à Michel de présenter d'abord sa structure, Saveurs du Quercy. Oui, bonjour à tous. Merci Patrick de me laisser la parole. Donc moi je suis Michel Moll, je représente la société aux Saveurs du Quercy qui est née en 2009 suite à un regroupement d'une trentaine de producteurs. Et aujourd'hui nous commercialisons au travers de la structure Saveurs du Quercy environ 2800 à 3000 tonnes de fruits sur la région d'origine et notre bassin de production, c'est le Tarn-et-Garonne dans le 82. Voilà, donc c'est une structure SARL. Il y a environ, donc je l'ai dit tout à l'heure, une trentaine de producteurs relativement hétérogènes, mais très regroupés autour de ce bassin, avec une liberté totale, c'est-à-dire que nous avons des producteurs qui font un apport total. Et des producteurs qui sont mixtes, qui ont des AMAP ou des circuits courts et qui viennent compléter leurs apports par l'intermédiaire et vendre leurs produits par l'intermédiaire de notre structure. D'accord, on va y revenir. Ils sont regroupés sous forme d'un GIE. C'est ça. Ça s'appelle comment, le GIE ? GIE Agribio 82. Et donc, principalement, la majorité de nos apports sont situés autour des fruits, de la cerise jusqu'à la pomme, en passant par le kiwi et le raisin de table et la prune. Et le raisin de table et la prune, bien sûr. Voilà. Alors, dans le Nord, Mathieu, Nora Bio, pourquoi ? Oui, alors Nora Bio, c'est une coopérative de producteurs qui résonne sur les Hauts-de-France, donc Aix, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. À peu près il y a 140 adhérents, dont 80 apportent de la marchandise à la coopérative. Les autres sont plutôt pour le service appro qu'on a développé depuis quelques années. On fait à peu près 7500-8000 tonnes de fruits et légumes sur différents marchés qui va des paniers hebdomadaires distribués dans des points relais, de la distribution régionale en magasins spécialisés ou en restauration hors domicile, l'expédition nationale avec Rungis bien sûr, mais aussi les plateformes Biocop, enfin surtout les plateformes Biocop d'ailleurs, et puis des contrats avec des transformateurs, des distributeurs, des conditionneurs sur un certain nombre de légumes, notamment les légumes de garde, pommes de terre, oignons, betteraves rouges, etc. D'accord. Et donc voilà, on fait 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et il y a 19 salariés. Ça a doublé, je crois, le chiffre d'affaires en quelques années. Alors on était à 6 millions en 2013 et donc on a presque doublé en 3 ans, quoi. Belle progression. Jérôme, Univers.
Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme Chardon, donc je suis producteur et en même temps gérant de la structure Univers. Alors Univers, c'est un groupement qui est installé à Saint-Gilles dans le Gard, qui fait à peu près 12 000 tonnes de produits pour 16 millions de chiffre d'affaires. Il y a environ 35 adhérents. Alors la particularité, c'est que tous les adhérents ont obligation de faire l'apport total à la structure. Donc toutes nos exploitations sont 100% bio, il n'y a pas de mixité. Alors là aussi, on se retrouve avec une très grande diversité de fermes, en fait, des petites, des grosses. Voilà, on est très très diversifié, on produit toute l'année, fruits et légumes, avec des produits majeurs, mais voilà, on a comme une gamme très très importante qui nous permet, donc, on en parlera tout à l'heure, d'approcher des marchés intéressants. En ce moment, j'ai vu que vous aviez déjà de la courgette, non, c'est ça? On a de la courgette, c'est vrai qu'on est sur une année précoce, on en parlait tout à l'heure avec mes collègues, c'est vrai que la cerise va arriver dans la semaine, donc on est vraiment précoce. On a la particularité effectivement d'être une des régions les plus précoces de France, donc c'est un gros avantage. Donc on démarre assez tôt et on arrive à finir assez tard, donc c'est un gros point fort pour nous. Bon, puisque tu as le micro, tu vas le garder. Développer la production, comment on fait chez Univers? Parce qu'on pourrait imaginer, une coopérative, ça peut être aussi un club fermé. Comment on fait pour développer la production chez Univers? Alors c'est pas un club fermé du tout, hein, on est très ouvert au contraire. Donc on a plusieurs moyens pour développer la production. D'abord en interne, c'est-à-dire que nous on a fait un très gros travail depuis de nombreuses années sur la partie technique. On s'est aperçu que notamment les jeunes qui s'installaient avaient de gros progrès à faire sur la partie technique. Donc on a mis l'accent dessus et on s'est aperçu que rien qu'en appuyant sur ce levier-là, on avait des augmentations de volume qui étaient relativement importantes. Ensuite, on a une structuration un peu particulière, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner au maximum les producteurs, donc que ce soit des installations, donc on aide notamment des porteurs de foncier, si des jeunes veulent s'installer, on les aide évidemment. Même ceux qui veulent se développer sur leur ferme, on aide à l'investissement dans des serres notamment, pour toujours travailler dans des meilleures conditions. La coopérative participe à l'investissement en foncier et éventuellement en installation. En gros, là, on a eu un projet notamment sur un verger de pommes où c'est la coopérative qui a acheté le verger et qui l'a mis en fermage aux producteurs parce qu'il avait après c'est des problèmes particuliers, mais voilà, et de même, donc on a un partenariat avec la SAFER qui nous permet donc en cas de besoin, de faire appel à eux pour trouver des terres pour des jeunes qui veulent s'installer. Donc on est vraiment très ouvert et voilà, donc il y a plusieurs leviers pour ça. Et donc ensuite nous, on travaille beaucoup avec des producteurs qui souhaitent intégrer la coopérative, mais comme on a un fonctionnement quand même assez particulier, notamment l'apport total, c'est important d'abord, comme on dit, de se financer avant de se marier. Donc on a un certain nombre de producteurs qui sont pour l'instant non adhérents mais qui sont apporteurs. Et l'objectif pour nous, c'est qu'ils soient satisfaits et que nous on soit satisfaits d'eux pour derrière les intégrer dans notre groupe. On va dire que c'est un contrat annuel à laisser et plus si affinité donc pour apport total. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à la valeur humaine. C'est-à-dire qu'on est un groupe. Et pour nous, il faut que chacun partage les mêmes valeurs pour pouvoir progresser. Et donc ça, c'est important pour nous. C'est vrai que si on veut travailler en collectif, autant partager les mêmes valeurs. Ouais. Alors, Michel, Saveurs du Quercy, le partenariat avec la GIE, comment ça se passe pour organiser, structurer et développer tes approvisionnements? Tout à fait. Bon, nous, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté de la part du producteur. C'est-à-dire c'est contrairement à une coopérative où il y a apport total, en effet, nous, on est sur une totale liberté du producteur. C'est-à-dire, comme on a une diversité au niveau des producteurs, ceux qui sont déjà sur des circuits courts, on fait le choix politiquement de soutenir le gain maximum de la valeur ajoutée par le producteur. Alors s'il le fait au travers d'une AMAP, au travers de marchés de plein vent, il le fait. Ensuite, quand on rentre quand on va plus loin dans la filière ou que les volumes sont plus importants, il est nécessaire en effet d'avoir une structure comme Saveurs du Quercy pour pouvoir commercialiser. Donc nous, notre volonté, c'est de défendre absolument la réappropriation de la valeur ajoutée par le producteur. Donc ça, c'est important. Ça s'oppose pas du tout avec ce que mettent en place les coopératives,
puisque ici j'ai pu rencontrer déjà des grosses coopératives du conventionnel qui en effet prennent des évolutions sur le bio, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ce que nous on veut défendre à notre niveau, c'est une diversité dans cette offre-là, et ça me semble important. Voilà. Diversité des cultures, ça c'est le propre de la bio, diversité des modes de mise en marché et des systèmes de production. Donc tu ne demandes pas aux gens, à tes producteurs, d'abandonner les circuits sur lesquels ils sont bien installés en circuit court, mais de travailler en plus pour toi, en partenariat. Tout à fait, parce que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que cette diversité-là, c'est aussi un maintien, c'est une aide au maintien de la diversité rurale. Et je crois que la France aujourd'hui, c'est quand même, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une véritable diversité, et donc il faut s'adapter à cette diversité-là. Donc après, il faut rappeler que, mais après on y viendra, c'est peut-être une question qui viendra après sur la filière. On y reviendra. Chez Norabio, comment on fait? Apport total, apport partiel? C'est en train d'évoluer, je crois. Oui, on est entre deux aujourd'hui. On s'est créé vraiment sur l'apport planifié plutôt, parce qu'on avait dans les années 98-2000, on n'avait pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on évolue. On va proposer une assemblée générale au mois de juin, fin juin, pour valider l'apport total, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont nouveaux dans le secteur, dans les Hauts-de-France, qui vont chez nos adhérents chercher de la marchandise, parce qu'on a besoin, ils ont un besoin très très important de produits bio, de fruits et légumes. Ils vont concurrencer. C'est à la fois des concurrents et des clients, et c'est nos adhérents qui vont aussi. Alors voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, et il y a un réel enjeu du point de vue de la coopérative et de la structuration de pouvoir justement savoir sur quel volume on peut compter et avec quel adhérent on peut compter aussi demain, sachant que, un petit peu comme disait tout à l'heure Michel, nous au niveau des adhérents, on a des maraîchers d'1 hectare jusqu'à des polyculteurs de 200 hectares, en passant par des arbos qui ont entre 5 et 10 hectares de verger. Voilà, c'est très très diversifié, et aussi des adhérents qui font du maraîchage en vente directe en AMAP et qui développent une production planifiée avec la coopérative, et donc ça représente 5-10% de chiffre d'affaires, mais c'est indispensable dans leur équilibre, parce que souvent c'est une production qui est faite pendant que les clients amapiens sont en vacances, et voilà, ça équilibre et ça rend cohérent le système. Diversité de clientèle aussi donc pour Norabio, parce que s'ils avaient d'autres modes de commercialisation avant, c'est que vous aviez pas peut-être un portefeuille de clients qui était peut-être plus restreint et qui est en train de s'étendre avec le développement du marché, non, c'est ça? Oui, tout à fait. De toute façon, on est sollicité de toutes parts aujourd'hui. On n'est jamais on n'arrive jamais à fournir l'ensemble des volumes qui nous sont demandés. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le projet politique de Norabio, c'est bien de participer au développement des surfaces agricoles et de ne pas être un club fermé, comme on le disait tout à l'heure. Vraiment, notre projet, c'est de développer les surfaces agricoles. Donc après, il se posera la question d'un moment donné, quand on va grandir peut-être un peu trop, de peut-être recréer des COP un peu plus locales et qui travaillent en partenariat et pas en concurrence pour continuer à développer. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de structuration importante de notre outil collectif. Donc en fait, on voit que le collectif, le groupement, ça sert bien sûr à répondre aux attentes de marché, à développer, à concentrer une offre. Alors, je sais que le mot, vous ne l'aimez pas trop, mais on y reviendra. Mais au-delà du collectif et de la structuration, à quoi ça sert finalement un partenariat? Est-ce qu'il faut la diversité, Michel, tout à l'heure, ça avait l'air de te tenir à cœur. Est-ce qu'on peut développer? Après, oui, je reviens plutôt sur le mot de l'offre. C'est important, c'est ce que fait un peu mon collègue de la coopération, c'est-à-dire qu'il y a une planification qui peut se mettre en place. L'intérêt du regroupement, c'est d'avoir une lecture de l'offre. Bon, ça, c'est quand même important pour un metteur en marché. Après, moi, je me positionne comme la coopération et comme mes collègues, comme premier metteur en marché. C'est-à-dire qu'il faut bien informer les gens, et ici, on a un public averti, c'est-à-dire on a un public de professionnels. C'est-à-dire que la filière, c'est tout ce qui se passe, je le rappelle parce que c'est basique, mais c'est important de le rappeler, c'est tout ce qui se passe, tout le circuit du produit entre le producteur et le consommateur. Donc, il y a différents circuits. Aujourd'hui, on est sur un marché libre où c'est l'offre et la demande qui régit le prix. Donc, c'est important de bien connaître ce fonctionnement-là. Donc, il faut bien rappeler aussi que les deux intervenants de la filière qui subissent le prix, ce sont le producteur et le consommateur. Les autres intervenants, qu'on appelle souvent trop
péjorativement des intermédiaires, ben, ils ne subissent pas le prix parce qu'ils appliquent prix d'achat plus hors marge et ils ont le prix de vente. Voilà, donc faut que moi je rappelle avec insistance et je rappelle à mes producteurs que, en effet, si à travers une AMAP, à travers des marchés, à travers une structure coopérative ou autre, ils se réapproprient la valeur ajoutée, c'est-à-dire une partie de la marge, ben ça c'est très important. Donc c'est en fait une rééducation qu'il faut faire. Et il faut que le consommateur, je pense qu'il ne faut pas hésiter à transmettre cette information au consommateur. Je crois qu'aujourd'hui, dans le bio, on vit ça déjà, c'est-à-dire que le consommateur prend conscience de son acte d'achat et que son acte d'achat doit être interventionniste, c'est-à-dire que quand il achète des produits bio, locaux, eh ben, je pense qu'il contribue à maintenir la diversité rurale et à maintenir une certaine agriculture. En réalité, tu n'es pas pour la spécialisation ni des exploitations, ni des territoires, si je comprends bien. Tout à fait. Il faut que chaque territoire soit capable de produire un peu de tout, c'est bien ça ? Tout à fait, et je ne suis pas contre non plus, peut-être on a pu m'accuser de ça, mais contre le développement de grosses structures, je pense qu'il faut être méfiant en effet, mais bon, dans des terres landaises où il y a du sable, ben on peut faire des hectares de carottes. En vallée de Garonne, j'ai des collègues qui font des hectares de pommes, ben ma foi, pourquoi pas. Et ils s'adaptent à un marché directement. Nous, dans les coteaux du Quercy, pour ceux qui connaissent la région du Quercy, c'est déjà plus hétérogène, plus compliqué, il faut une adaptation. C'est ça qui est important. Il faut de tout pour faire le monde du marché bio, quoi, c'est ça ? Il faut de tout pour enrichir et pour maintenir notre France aussi belle qu'elle est. Exactement. Jérôme, le collectif, tu connais bien, tu es tombé dedans maintenant, ça fait un bout de temps. Développe un petit peu parce que je pense que l'exemple d'Univers est assez remarquable à ce niveau. Oui, ben nous, c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est un peu différent, mais voilà, c'est un choix que l'on a fait de se regrouper et de sécuriser en fait notre production en ayant un apport total. Donc ça veut dire que pour nous, c'est beaucoup plus facile à gérer. On fait des planifications 2 fois par an avec nos producteurs, avec nos clients. Ça permet de s'adapter au marché, donc d'offrir aussi un volume, d'offrir une gamme, d'offrir un étalement sur l'année de nos productions. Donc tout ça, pour nous, c'est important d'avoir ces cartes en main pour pouvoir derrière au mieux valoriser les produits de nos producteurs. Ensuite, moi, je voudrais intervenir, c'est peut-être l'objet d'un peu de ta question, sur la partie équitable. Un petit peu, voilà, même avant ça, si j'ai bien compris, c'est pas uniquement pour répondre aux besoins de massification de l'offre que vous avez créé, que vous faites vivre ce collectif, c'est aussi pour s'épauler et s'entraider. C'est des mots qui sont revenus assez souvent. C'est vrai que c'est important pour nous de faire partie d'un groupe. Dans un groupe, souvent moi, je rencontre des agriculteurs qui sont un peu seuls dans leur coin, et notamment en bio, des petits agriculteurs qui techniquement n'y arrivent pas trop parce qu'ils n'ont pas d'échange. Pour nous, l'échange est important. Ça veut dire qu'on se rencontre, tous les producteurs se rencontrent 15 fois une fois tous les 15 jours. Pardon. Donc c'est un lieu d'échange commercial, technique, sur divers thèmes. Donc c'est pour nous très très important parce qu'on fait partie d'un groupe. Donc effectivement, même en cas de coup dur, on s'épaule. On attache une très grande importance à cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des... Voilà, et ça se fait très facilement d'avoir des producteurs qui sont dans cet état d'esprit de groupe, quoi. Voilà. Pour avoir eu la chance d'y assister 1 ou 2 fois, donc on sent vraiment que tout le groupe est impliqué au jour, pas au jour le jour, mais à la quinzaine, sur l'évolution du marché, des besoins, des problèmes qui sont rencontrés. Nous, c'est la transparence totale. Donc de toute façon, il y a effectivement une réunion tous les 15 jours commerciale pour expliquer l'état du marché, les prix. Bon, les marges sont de toute façon connues de tout le monde. Donc on est effectivement dans la transparence totale. Après, je voudrais aussi insister sur la partie aussi technique. Faut imaginer la force que ça a d'être un groupe pour pouvoir progresser. Parce que chacun apporte sa pierre. Alors il y a des techniciens, effectivement, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun vraiment partage son expérience. Et on a fait des progrès énormes avec ça, et ça nous arrive régulièrement de se rencontrer chez les producteurs pour en parler, voilà. Et vraiment pour nous c'est un des points essentiels de notre groupement. La nouveauté maintenant, c'est une démarche équitable. Alors, voilà, donc depuis, en fait, nous, ça trottait un peu dans notre tête depuis un petit moment, parce qu'en fait on a ce fonctionnement et ces valeurs qu'on n'arrivait pas tellement à diffuser. Nous, on est des producteurs, on n'est pas très bon en communication, donc on voulait mettre une certification en quelque sorte d'un mot sur vraiment nos valeurs. Donc
On a travaillé dessus notamment avec donc EcoCert qui nous a certifié, donc bioéquitable, c'est le logo ESR, Fair for Life en fait. Donc on est certifié depuis quelques mois bioéquitable, donc ça veut dire que bon, il y a tout un cahier des charges qui est mis en place et notamment, donc je reviens à ce que tu disais aussi, voilà, l'équilibre des marges et donc que les producteurs puissent en vivre. Et notamment, on a un des critères qui nous oblige à ne pas vendre à perte en fait, et donc à obligatoirement vendre au-dessus du coût de production sur chaque culture. Ça, c'est un point important. Donc ça veut dire que c'est la structure, elle, qui est contrôlée en plus de ses apporteurs, quoi. Oui, la structure est contrôlée, c'est la structure. Je peux rebondir justement sur les marges, mais ce qui est intéressant à savoir, par exemple, pour les professionnels qu'il y a ici, et c'est là où je fais le lien avec l'adaptation à notre territoire. C'est-à-dire, par exemple, on a des producteurs des Landes qui ont un coût de production à carottes qui, approximativement, je ne le connais pas exactement, mais qui doit être de l'ordre de 35 centimes. Alors que si nous, dans notre Quercy, on faisait des carottes, on serait à 65 ou 70 centimes. Donc, c'est important de bien connaître ça. Donc, voilà, c'est pour ça que là, nos producteurs, s'ils font des carottes dans le sud-ouest, eh ben, ils les vendent à circuit court, ils les valorisent comme ça. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans la filière parce que là, on est de suite concurrencé dans ce marché tel qu'il est aujourd'hui. Et alors, on a évoqué avec Jérôme les valeurs, hein, les valeurs qui soudent un groupe. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important chez Norabio. Je crois que ça vaut la peine de le développer aussi. Oui, alors c'est vrai qu'on est sociétaire de Biocop depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Le groupement lui-même est sociétaire de Biocop Distribution. Norabio est sociétaire de Biocop et Biocop est sociétaire de Norabio. Donc c'est vraiment un partenariat et un client choisi, enfin c'est pas un client comme un autre. Et on participe aux instances d'animation et de gouvernance de ce réseau de distribution. On a du travail sur la planification à 2-3 ans avec des prix mini-maxi, avec une démarche de commerce équitable aussi selon Biocop avec un cahier des charges. Enfin, voilà, on a vraiment une démarche où on construit les nouvelles relations commerciales qu'on peut avoir avec un distributeur. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que moi, en tant que producteur, j'interviens auprès des magasins pour expliquer aussi nos problématiques. Et inversement, dans ces réunions-là, les magasins nous expliquent aussi leurs problématiques à eux quand on se retrouve à Paris en concurrence avec d'autres magasins. Voilà, l'échange est quand même toujours très intéressant et moi je trouve le modèle de commerce qu'on fait avec ce réseau de distribution assez exemplaire de ce point de vue-là, quoi. Et ça nous renvoie aussi sur nos propres adhérents, sur la façon dont ils font du travail, du commerce, parce que voilà, si on ne change pas notre modèle de façon, on a beau le faire en bio, on aura les mêmes problèmes que ce que nos collègues ont eu en conventionnel avec l'atomisation des producteurs, avec le fait qu'on peut toujours être moins cher que les autres, mais à un certain niveau, les producteurs, c'est les producteurs qui en pâtissent, hein, ou le consommateur dans l'autre sens, mais il y a toujours quelqu'un qui en pâtit et c'est souvent quand même le producteur, et que le point de vue de Norabio, c'est bien de développer des surfaces et des productions, et que les producteurs vivent de leur métier correctement. Donc le postulat, il est quand même de là, quoi. Il y a quand même des obligations pour les exploitations de Norabio. Est-ce qu'elles sont obligées d'être 100% bio? Enfin, oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais nos adhérents s'engagent à être 100% bio dans les 5 ans, parce qu'on a quand même des polyculteurs qui ont 200 hectares et qu'il faut convertir au fur et à mesure. Ils ont un délai quand même devant eux. Ils ont un plan de conversion à signer au moment de l'adhésion. Quand on signe avec Norabio, on sait qu'on s'engage à convertir totalement l'exploitation. On n'utilise pas de CMS. Enfin de stérilité mâle cytoplasmique, et par rapport à la main-d'œuvre, on utilise de la main-d'œuvre sous contrat de travail français. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de travailleurs détachés qui sont payés au lance-pierre, etc. Ce qu'on veut, voilà, c'est que ce soit plutôt des emplois qui soient correctement payés. Donc ça, mis bout à bout, pareil par rapport au transport, on ne souhaite pas de transport où les routiers font 24 heures de route sans s'arrêter, enfin des choses comme ça. Nous, on veut respecter un certain nombre de critères sociaux importants, quoi. Et ça, c'est dans le cahier des charges du commerce équitable qui est certifié, contrôlé tous les ans. Et nous, en ricochet, on accompagne nos producteurs pour qu'ils puissent respecter. Alors c'est souvent sur la question du 100% bio, parce que sur le reste, voilà, c'est un peu moins compliqué. Quoique certaines régions de France, des Hauts-de-France, ou des territoires picards où il y a 3 habitants au kilomètre carré, pour trouver de la main-d'œuvre pour les désherber les céréales, les légumes, c'est pas toujours évident. Mais ça doit pas être toujours simple. C'est anecdotique par rapport au volume, quoi. D'accord.
On va revenir sur le terrain de la structuration. Est-ce que c'est forcément synonyme de concentration? Parce que c'est souvent comme ça que c'est exprimé par les distributeurs en général et la grande distribution en particulier. Donc elle a tendance elle-même à se concentrer et elle a tendance à susciter ou à vouloir avoir en face d'elle des structures aussi fortes, enfin en tout cas en capacité de discuter avec elle. Est-ce que finalement tout ça, est-ce qu'en bio en fait on peut éviter le piège qu'on connaît dans le monde de l'agriculture conventionnelle, d'une excessive concentration et des dégâts que ça peut faire? Michel. Je crois que c'est notre rôle aujourd'hui, nous professionnels, d'éviter ce piège. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'opposer à servir la grande distribution. Bien au contraire, ce sont des acteurs qui ont pignon sur rue aujourd'hui, puisque 85% de la population passe dans ces magasins. Donc de toute façon, il faut composer avec eux, ou c'est plutôt l'inverse même. Je pense que la présentation qu'il faut faire, ce sont à eux, intervenants de la filière, de composer avec nous. C'est-à-dire que quand j'ai dit tout à l'heure que le producteur doit se réapproprier la valeur ajoutée, c'est-à-dire sa marge, c'est-à-dire que c'est à lui à dicter et à dire ben voilà, mes coûts de production sont de tel montant, ben le prix du produit est de tel montant. Ça veut dire qu'il faut, je pense que ça doit changer dans la relation. Ça va peut-être changer parce que je ne connais pas bien les relations grande distribution avec le producteur, mais de ce que j'en connaissais dans le passé, oui, je crois qu'on ne peut plus arrêter, on peut plus continuer à dire vendons moins cher, quoi. Non, à un moment donné, ça s'arrête. Sinon, il n'y a plus de production, quoi. Voilà. Et je crois que c'est pas incompatible avec la coopération, qui en effet est capable d'approvisionner une offre conséquente à ces gens-là. Voilà, il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut être juste calé et suffisamment compétent pour fixer des prix rémunérateurs aux producteurs. Voilà. Jérôme, oui. Juste un point. On a cette particularité aussi en bio d'avoir quand même une structuration de mise en marché, en tout cas d'une très grande diversité entre la grande distribution qui existe, mais aussi on a des magasins spécialisés qui sont des magasins, enfin des groupements assez forts. Et qu'on n'a pas obligatoirement en conventionnel. Donc on a quand même un équilibre du marché qui se fait aussi parce qu'on a quand même une diversité de clientèle qui est importante. Et donc pour nous, c'est aussi, voilà, on n'est pas tenu par un seul client et donc ça nous permet aussi d'avoir cette diversité. Et donc c'est la force du bio aujourd'hui. Et il faut garder cette force de magasins spécialisés qui aujourd'hui sont dispersés sur tout le territoire parce que c'est vraiment une très grande force. Alors, est-ce qu'on peut, Mathieu, avec la relation que tu as essayé de décrire, que tu as décrite avec Biocop, d'un partenariat assez poussé, est-ce qu'on peut l'espérer aussi avec d'autres réseaux de distribution? Complètement, je pense qu'on a commencé, nous, à évoquer ce qu'on appelle un contrat de filière, c'est-à-dire remettre l'ensemble des acteurs sur la table, du producteur jusqu'au consommateur, en passant bien évidemment par les distributeurs et les transformateurs. L'idée, c'est vraiment qu'on soit tous autour de la table pour construire des filières durables où chacun gagne, un rapport gagnant-gagnant et qu'on n'ait pas des déséquilibres. Ce qui me paraît aussi important, c'est qu'entre groupements et entre groupements de producteurs, on puisse aussi avoir ces mêmes démarches. Alors on a créé une structure qui s'appelle Coeflor Bio il y a quelques années avec cette ambition justement de pouvoir échanger sur les marchés, sur les volumes, sur la répartition pour pas être concurrent parce que si on est concurrent, il y a toujours quelqu'un qui perd quand on est concurrent. Donc on se parle entre groupements de producteurs, on s'échange sur les niveaux de marché, les niveaux de production dans certains bassins et je vois par exemple sur le réseau Biocop, on pourrait être en concurrence avec des groupements de producteurs fruits et légumes 100% bio comme nous qui sont à la même section récolte que ce qu'on est. Si on ne s'organise pas et si on n'a pas une réelle discussion sur comment on planifie, comment on s'organise pour qu'on ne soit pas concurrent, on le sera de fait, même avec Biocop. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi je suis en train de discuter avec la Capso, qui est un groupement pas très loin, pour qu'ils puissent mettre de la pomme de terre, parce que pour des questions de régionalisation, pour éviter aussi la spécialisation des bassins de production, il y a tous ces gens-là derrière qui sont importants. Si la Capso en sud-ouest ne peut pas mettre de la pomme de terre, nous on peut les fournir, il n'y a pas de problème, on a les volumes.
mais sauf que ça va spécialiser notre bassin de production dans le Nord et on a vu les conséquences que ça a. Et inversement, eux vont se spécialiser sur d'autres légumes, courgettes par exemple, etc. Et nous, on a aussi peut-être à mettre une production de courgettes en région Nord pour servir notre distribution régionale, quoi. C'est un petit peu ce que disait Michel. Finalement, vous êtes un peu tous sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions? C'est le moment. Allez-y, levez la main et on viendra avec vous répondre à votre question et un micro. Alors, qui prend la parole? Allez, monsieur. On a un éclairage, une perspective essentiellement légumes sur la conférence. On peut avoir des interrogations peut-être sur le développement du fruit qui est peut-être un peu plus ténu en bio. Moi j'aurais une question sur les moyens techniques. Est-ce que vous avez aujourd'hui des moyens techniques suffisants sur le développement de la production bio? Est-ce que vous avez des impasses? On fait beaucoup souvent d'opposition entre les modèles agricoles, je pense que ça n'a pas lieu. C'est aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il y a des freins techniques au développement de la production bio pour le légume, sachant que pour le fruit, il y a des freins importants et majeurs aujourd'hui qu'on n'a pas su franchir, en tout cas en France. On va essayer de vous répondre, Jérôme et Michel. Alors, sur la partie fruits, donc nous, en ce qui nous concerne, sur Univers, on est sur la partie fruits particulièrement spécialisé sur la pomme. Il y a effectivement, c'est compliqué, c'est techniquement compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui on y arrive même bien. Donc voilà, je pense qu'en étant bien accompagné et en ayant une bonne expérience, on s'en sort. Pour en revenir à l'accompagnement technique, c'est pour moi un des travaux importants à faire dans la région et je pense partout en France parce qu'on manque de toute façon d'appui technique, ça c'est clair. On manque d'expérimentation aussi. On manque de beaucoup de moyens en fait en bio pour pouvoir justement accompagner ces nouveaux arrivants qui s'installent ou qui se convertissent et parfois c'est très compliqué. Selon les régions, c'est encore plus compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'effort doit vraiment se faire sur la partie technique, d'autant que le marché se développant aussi, les exigences notamment au niveau d'agréage, l'exigence de produits, de qualité produit, qualité visuelle notamment, sont de plus en plus importantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être très très bon techniquement pour pouvoir vendre sur le marché. Donc il faut absolument un appui technique. Michel. Oui, moi j'avais plusieurs choses à dire, mais déjà ce matin on était à l'inauguration et on a sollicité la région Occitanie, notamment financièrement pour nous aider dans le cadre de l'expérimentation. Donc ça, je pense que ça peut répondre un petit peu à la question. Ensuite, on voit déjà, notamment sur le fruit, il y a des adaptations variétales. Ça n'a pas été répondu clairement, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc il y a des variétés très adaptées au bio, des résistantes tablures, notamment pour les pommes. Et ensuite, moi je voudrais citer, ou dire un point important, c'est l'adaptation, j'en reviens encore à ça, à la région. C'est-à-dire, par exemple, nous, dans notre Quercy, on est en capacité de faire des prunes plus facilement que dans les régions vantées de Perpignan. Voilà. En raisin de table, c'est pareil, on a deux régions peut-être un petit peu similaires, mais nous, on bénéficie d'une AOP Chasselas de Moissac, et c'est relativement facile de faire du bio avec... voilà. Donc c'est des améliorations techniques qui se font déjà au présent, par des améliorations variétales, et faut revenir à une adaptation au territoire. D'accord. Voilà. Une autre question ? Patrick. Pardon. Je voulais aussi compléter. On était justement ce matin en réunion groupe de travail du comité bio de l'Interfel, l'interprofession fruits et légumes, justement sur cette thématique de recherche et d'expérimentation en fruits et légumes bio, parce on le voit bien quand même, il y a des réels soucis de recherche et d'expérimentation en fruits et en légumes. Et il y a des gros enjeux, si on veut réussir à effectivement que la filière en fruits et légumes rattrape son retard et qu'elle se développe, quoi. Allez, une autre question. Monsieur ? Bonjour. Pour rebondir sur la question précédente... Parlez plus fort. Pardon, pour rebondir sur la question précédente, j'aurais voulu savoir la réponse par rapport aux légumes. Parce qu'en effet, quelles sont les impasses techniques qui peuvent être rencontrées aujourd'hui, et plus spécifiquement, parce que c'est mon domaine, la limitation qu'il peut y avoir en termes d'accès à la semence certifiée ou non certifiée, non traitée. Comment vous voyez les choses ?
C'est pour Mathieu et Jérôme qui connaissent bien. Ouais. Sur la question de la semence, effectivement, aujourd'hui, on a des problématiques de dérogation qui posent quand même réellement question. Et il y a vraiment à structurer avec le GNIS une filière de production de semences qui est vraiment à la hauteur des enjeux de la filière, quoi, avec des variétés qui répondent au marché ou surtout aux contraintes techniques de la bio. Donc ça, c'est aussi un grand chantier à avancer parce que il n'y a probablement pas assez de recherche de variétale pour avoir des variétés adaptées en bio, on venait de le lire tout à l'heure. Et il y a aussi la question des CMS qui est quand même questionnant par rapport à notre mode de production. Voilà, tout ça là-dessus fait que, encore une fois, il y a un groupe de travail qui doit être mis en place avec le GNIS, c'est ça, il me semble, sur les productions de semences bio, et il y a aussi des enjeux derrière ça, quoi. Tu veux compléter, Jérôme ? Oui, non, c'est effectivement un problème. Il faut d'abord que l'ensemble des semenciers se mettent à faire du bio. C'est vrai que pour nous, c'est important. Et après, je vais prendre l'exemple tout récent de la salade, de la campagne de salade de cet hiver, en légumes, notamment sur le Brémia, donc le milieu de la salade, où des nouvelles races de Brémia sont apparues. Et c'est vrai que la recherche se fait d'abord sur des variétés conventionnel et le bio arrive après, donc ça veut dire que nous on prend le train un peu en retard, donc voilà, il faut que le bio se développe, et plus il y aura de semenciers qui feront du bio, plus les producteurs auront le choix et mieux ça sera. Allez, on continue le débat avec la salle, je crois que c'est le moment, monsieur. Ça marche là? Moi je suis semencier également, Enzazaden Vitalis. On n'est pas obligé de produire de la semence bio en décalage par rapport à la semence conventionnelle. Nous, ce qu'on fait en salade, c'est qu'on lance, avant de savoir quelles seront les variétés et les brémiens qui sortent, plusieurs variétés, on accepte de détruire une partie de nos productions de semences pour avoir en même temps, à la même date, nos variétés disponibles en bio et en conventionnel. Ça sera le cas pour la saison prochaine pour répondre aux soucis de brémia que vous avez rencontrés. Donc il n'y a rien d'inéluctable. Le souci qui peut parfois apparaître en bio notamment, c'est l'approvisionnement et notamment les ruptures. Ça c'est un souci, pas chez Enza particulièrement, mais qu'on rencontre de façon assez régulière. C'est-à-dire que voilà, on fait notre planning et quand on fait nos demandes, en fait les semences sont pas suffisamment disponibles en quantité. Ça c'est aussi un souci. C'est vrai, mais c'est aussi un problème en conventionnel. On voit régulièrement des ruptures en conventionnel. Et cette année, il y a également eu pas mal d'attaques de brémia en conventionnel avec l'arrivée de nouveaux brémiens sur le terrain. Oui. Juste un point pour peut-être répondre aussi à la question, les impasses techniques. C'est évidemment très, très diversifié en fonction des cultures. Pour moi, l'un des plus gros problèmes qu'on rencontre sur la majorité des cultures, en tout cas dans le sud, c'est le puceron notamment, quoi. Et ça, c'est un gros souci, et c'est un gros travail à faire. Allez, on continue un petit tour de piste dans la salle. Oui, non ? Non, bon, on va reprendre la main, hein, si vous le voulez bien, et essayer de conclure, parce que, en fin de compte, j'ai l'impression, hein, au travers de ce que vous avez dit les uns et les autres, que le changement d'échelle de la bio et sa forte progression, ça vous fait pas peur, en clair, mais vous posez certaines conditions. Alors, s'il y a des conditions à poser, c'est lesquelles ? Peu importe. Oui, Jérôme ? Non, faut d'abord, effectivement, on parle de structuration. Je pense que c'est important d'avoir quand même une certaine structuration dans la filière pour ne pas faire n'importe quoi. Je pense que quand on parle de planification, d'échange entre groupements, c'est essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, faut maîtriser notre développement. Et donc, si on maîtrise notre développement, il n'y a aucun souci. Voilà. Le danger, c'est que effectivement, d'un seul coup, il y a une très grosse production qui arrive sans qu'il y ait de concertation auparavant et qui déstabilise un marché. Voilà, ça c'est le risque qu'on peut avoir. Mais tout l'objectif, c'est de se structurer et justement d'échanger et de ne pas faire n'importe quoi. Mathieu ?
Je pense que l'aspect contractualisation est importante au sein de la filière. Et l'avantage qu'on a en bio, c'est qu'on a la période de conversion pour justement voir arriver les volumes, entre guillemets. Donc on a aussi un peu de temps. Nous, on le voit bien à NoraBio, les adhérents qui arrivent aujourd'hui à NoraBio, on sait globalement que 2 ou 3 ans après, ils vont mettre autant de pommes de terre, autant, voilà. Et ça nous permet de dire, bon, cette année-là, il faut qu'on ait un autre contrat, ou il faut qu'on aille sur tel et tel truc. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des outils de stockage collectif pour accompagner notre produit le plus loin possible, y compris en conditionnement, pour se réapproprier la marge, comme disait tout à l'heure Michel. Et je pense que c'est important parce que ça nous permet d'avoir une visibilité à moyen terme quand on a un apport total, je pense. Et aujourd'hui, c'est là où la difficulté de NoraBio, c'est qu'on ne l'est pas encore. Mais je pense que voilà, à partir de juin, pour la campagne 2018, ça nous donnera quand même une certaine sérénité par rapport à ces enjeux de développement, quoi. Michel ? Oui, moi je vais revenir un petit peu sur des points qui ont été déjà dits, mais par rapport à l'organisation, évidemment qu'il faut se structurer pour être capable de servir nos consommateurs. C'est plutôt, j'avais pensé en terminologie d'un désordre organisé, mais c'est plutôt une diversité organisée. Je pense que ça c'est un petit peu plus juste. Et pour, en effet, si ça doit être une conclusion, pour que le consommateur, en toute conscience, puisse redonner de la valeur ajoutée aux producteurs. Voilà. Eh ben, je crois que c'est le mot de la fin qui convenait. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont encore là demain pour une conférence sur la communication pour les fruits et légumes bio. Ça sera à 14h sur le même plateau. Merci.